Hi, Florence. Hello. Florence, let me know if you can hear me, please. And if you can see my screen. Hello, Juliet. Can you hear me? Hi, Dr. Joy. Yes, I can hear you. How are you? I'm good, thank you. How are you? I'm fine, thank you. How is Cameroon? Cameroon is nice. It's Uh-huh. warm and it's raining also. It's warm. It's really cold right now in Kenya. Yeah, but thank you so much for joining on short notice. I'm using a different Uh, device for video and audio, but I hope I'm coordinated enough. So yeah, I think I lost you. I lost you for a minute. I'm sorry, I'm in a village and the internet connection is not really good. So I'm very sorry that sometimes there might be some drop off, some drop out. No worries, no worries. I totally understand. So we will see how to go about it. So I think so far is pretty clear. I can hear you well. And also just for connection purposes, you could just we could allow you to keep your video off so that the connection is a bit stronger. But you're already on the translator mode, or should I um, assign you No, I'm translation? not in the translator mode. I'm not on the translator mode Okay, yet. On the interpreter mode okay. yet. Please set me Oh up. yeah, interpreter. Yeah. Sure. Let me just set you up right now.
Hi, Dr. Joe. I just assigned you. Kindly confirm that you got a prompt. Not yet, Juliet. Not yet. Okay. Okay. Let me just check. Is it good now, Dr. Joe? Okay. I think I'm on English, so that's why I can't hear you. But thank you so much, everyone, for joining us right on time. And apologies for keeping you waiting. We're just doing some initial setup from our end to ensure that interpretation services are available to everyone who'd like to follow the conversation in French. So in a short while, our speaker for the day, or our presenter for the day, will be joining us, who is also one of our RN fellows. So I'd like to give 3 more minutes just for the speaker to join, but also to allow other members to join. We understand we are operating on different time zones, hence sometimes we tend to delay to start our review sessions to allow everyone to be able to join and catch up with the session. So my name is Juliet Olwach. I am a research associate with the Africa Research and Impact Network, and I will be moderating today's session. So if you're joining us for the first time, kindly, and if you're joining us again, kindly feel free to let me know where you are joining us from, and we would really love to connect with you and to know where you are participating from. And as we do the introductions, I will be sharing the poster projection for those who did not get a chance to read about our speaker and our presenter for the day, to familiarize yourself with the topic. And we will start in a short while. Thank you so much.
Great. So much for joining today's review session once again. Um, Thank you, Dr. Tom Volenzo, joining us from Kenya. I missed on the others on the chat, but yes, we are privileged to have you this afternoon for the ARIN Friday review sessions. And if you're joining us for the first time, I would like to let us know about the ARIN reviews. But before I do that, kindly allow me to alert us that we have English-French interpretation done by Dr. Joseph. So if you'd like to follow the session in French, kindly make sure you have turned on the French interpretation. And if you'll be listening in English, also make sure you are connected to the English interpretation button. Our speaker today is a francophone, and he would be flexible to offer his presentation in both English and French. So I highly advise that we all ensure that we have chosen the right interpretation. So the ARIN network organizes weekly reviews, and these are sessions that are mainly meant to allow researchers and policymakers share their research findings and output with different reviewers and peers. So we do this every Friday from 3 p.m. East African time to 4:30 p.m. And this is an interactive platform that allows you to share your research output for a wider reach, but also share your research work that is not yet completed. If you'd like to get comments from our team of experts and from fellow peers working around the same field. So after every review session, we normally produce news briefs which highlight key insights from the review sessions. And all of these briefs are available on our website for your reference. We also do produce short video clips, which are also available on our YouTube channel. And our handle is the Africa Research and Impact Network. We also do have monthly dialogues and the ARIN International Conference, where we culminate all of the output of our ARIN review sessions. If you'd like to make a presentation in one of the Fridays, kindly reach out to me and I will be able to schedule you for the next available slot. Without further ado, I would like to introduce to us the speaker of the day, who is one of our fellows and a beneficiary of the ARIN NDC Finance Microgrant. That is Mr. Jonas Achade, and I will read his bio shortly. So Jonas is a final year PhD candidate in sustainable urban development with a particular focus on urban ecology and sanitation. He holds, he holds two master's degree with the first in natural resources, which he gained in 2014, and the other one is on climate change and sustainable development, which he completed in 2020. He has been ECOWAS Fellow under the Global Climate Change Alliance Fund, that is GCCA, by the European Union and World Bank for his recent master degree and PhD research. Now, from 2022, Jonas was working as a climate change and green growth project officer at the African Development Bank on building the capacity of African countries to access finance for sustainable energy projects from the green climate funds. Now, with his cutting edge expertise in climate policy in Africa, he's working with the Africa Research and Impact Network on that is ARIN on climate related loss and damage alignment and also and consideration in national policies of the least developed countries aimed to facilitate institutional arrangements for the operationalization and implementation of new loss and damage climate fund in Africa. He has been a research fellow on the NDC financing in African countries, led by the ARI network as well, and the Frankfurt School of Finance and Management in Germany.
The project was funded by the IDRC. Now, as a research fellow, he has been involved in climate actions in diverse aspects, notably attending Africa Climate Week 2022 in Gabon, pre-COP 26 in DRC, COP 27, as well as he is also an active WIPAD policy working group member. And Jonas has been a global youth delegate to attend the World Forestry Conference in Seoul in South Korea. That was in May 2022. He's an author and co-author of a range of scientific publications. Now, I think his bio says a lot, and we are so privileged that one of our fellows is presenting today. And the paper that he will be presenting to us today is also done in conjunction with the ARIN team, and specifically with the executive director, Dr. Johannes Atela. So thank you so much, Jonas. And at this juncture, I would like to welcome you to make your presentation. And you are free to let us know whether you'll be doing it in French or English. And we'll be happy to turn on our interpretations to the right channel. Karibu sana, Jonas. Thank you, Juliette. Merci beaucoup. I just want to know if the translator is there before starting. Yes, yes, okay. Jonas. The interpreter is there. Thank you. I will go to share my screen. All right. Will you be presenting in English or in French? In French. All right. So to all our Anglophones, please click on the interpretation and choose the English option. Ensure you are clicking on the interpretation. If you'd like, kindly check on the 3 dots. If you're using your laptops, check on the 3 dots written more and click on interpretation, then choose English option for the Anglophones. If you're using your phone, also the same procedure applies. Thank you, and Jonas. Thank you. Can you hear my screen? Can you listen? Yes, see my screen? Okay. Merci beaucoup, cher. Merci beaucoup, chers participants. Je m'appelle Achadi Aswan Jonas, tel que Juliette l'a dit tout à l'heure. Je suis un ancien boursier de African Research and Impact Network. Je suis en train de faire mon doctorat au Centre d'excellence régionale sur les villes durables en Afrique. Dans le cadre de l'aboutissement de mes travaux de recherche, j'ai fait une publication en ayant aussi Dr Atela, un mentor à moi. Comme co-auteur, nous avons travaillé très dur sur les tenants et les aboutissants, pour pouvoir véritablement obtenir ces résultats. Je peux déjà dire que cette publication a été faite très récemment dans le journal Sustainability de MDPI, dans un numéro spécial qu'on a intitulé intégrer les services écosystémiques dans la prise de décision au niveau urbain, c'est-à-dire pour la durabilité des villes en Afrique. Alors, d'où on est parti? La ville de Cotonou, en réalité, c'est une ville qui est la capitale du Bénin, située en Afrique de l'Ouest. Nous avons constaté à travers des recherches que nous avons dans la revue de littérature qu'il n'y avait pas eu par le passé un sujet qui s'est intéressé véritablement, ou un travail scientifique qui s'est véritablement intéressé à la ville. Et là, nous sommes partis de cette logique-là qu'aujourd'hui, avec l'intégration des services écosystémiques dans les questions de développement urbain durable,
Et pour lutter contre les aléas climatiques, il faut véritablement mener des travaux de recherche scientifique pour pouvoir prouver le bien fondé de la prise en compte de ces services écosystémiques pour la résilience des communautés urbaines. Ceci dit, sans plus tarder, je vais rapidement parcourir la présentation pour vous laisser poser votre question. Donc, la présentation est intitulée Services écosystémiques et déterminants des parties prenantes, les déterminants de la perception des parties prenantes dans les planifications des villes durables à Cotonou. Alors, bon, je ne vais pas m'attarder sur l'introduction parce que pour toute recherche scientifique, il faut partir véritablement du bien fondé. Et à travers la recherche que nous avons faite dans la littérature, nous nous sommes rendus à l'évidence qu'il faut conduire une telle étude dans la zone d'étude pour pouvoir véritablement valoriser les résultats de recherche dans les prochaines prises de décision au niveau municipal. Alors, quelle est la méthodologie que nous avons adoptée? Nous sommes partis d'un travail préalable. À partir de la littérature, nous avons essayé de recenser les services écosystémiques parce que la littérature a montré que les services écosystémiques qui sont offerts dans les zones rurales ne sont pas les mêmes dans les milieux urbains, puisque la réalité en milieu rural est différente de celle en milieu urbain. Et pour parler de l'offre des services écosystémiques dans un contexte aussi urbain, il faut aller dans la littérature, fouiller pour savoir quels sont les types de services écosystémiques offerts en milieu urbain. Et aussi, il faut également les recenser. Et lorsque nous les avons recensés à travers la littérature, nous avons fait une liste de services écosystémiques, une liste assez longue de services écosystémiques, et un travail préalable a été fait avec les parties prenantes, en l'occurrence le ministère de l'Environnement et du Développement durable du Bénin, la Direction générale de l'urbanisation, la Direction générale de la foresterie, les différents agents de la gestion urbaine au niveau municipal, et toutes les parties prenantes ont été impliquées. Et puis, pour cette première étape, c'est-à-dire cette étape préalable, nous avons sélectionné les élites de la gestion urbaine que nous sommes allés rencontrer. Nous avons fait un travail préalable avec eux pour pouvoir véritablement s'assurer que ces services écosystémiques qui ont été listés là, il y a les plus importants qui se retrouvent ou qui sont offerts dans la ville. Et quand nous avons rencontré l'élite et nous avons fait ce travail préalable, le résultat qui en est issu nous a permis de faire des fiches d'enquête pour pouvoir les soumettre maintenant à la communauté urbaine. Et nous avons fait un échantillonnage en utilisant bien sûr la formule sacrée que vous connaissez très bien, d'Aeli. Et notre échantillonnage nous a permis, d'abord nous avons eu la base de données de la ville, au niveau sociologique de la ville, auprès de l'Institut national des statistiques et de l'analyse économique. Et nous avons procédé à un échantillonnage de la population de la ville qui nous a permis d'obtenir 381 citadins. Et après cette étape, la fiche d'enquête qui ont été conçues avec la participation de l'élite de la gestion urbaine, ces fiches-là ont été maintenant soumises à l'interview, à travers un processus d'interview, d'enquête, à ces 381 citadins de cette ville. Et cette fiche-là sont constituées de 3 différentes parties. La première partie concerne bien sûr les caractéristiques socio-culturelles en matière de genre, de l'âge, des activités professionnelles, le niveau intellectuel. La deuxième partie concerne les services écosystémiques que nous avons essayé de faire valider par l'élite de la gestion urbaine. Et bien sûr, ces services écosystémiques se retrouvent aussi à partir bien sûr de la plateforme sacrée que nous connaissons bien, Millennium Ecosystem Assessment, qui ont été véritablement validés et puis développés. Maintenant, à cette étape, nous avons maintenant procédé à la soumission
bon, à l'enregistrement, c'est-à-dire à la cueillette des données auprès de cette population, les citadins, autrement dit. Et après avoir collecté les données, la collecte des données après un peu du temps, ça s'est étendu de la période de avril 2022 jusqu'à novembre 2023 et 2022 aussi. Et ceci a pris du temps parce que, vous savez, en milieu humain, les gens vont plus à leurs occupations, surtout les focus group. Nous n'avons pas rapidement eu accès aux différentes institutions de la ville qui pourront nous permettre d'animer les focus group pour pouvoir recueillir aussi les données. Parce qu'au-delà de la fiche d'enquête individuelle, nous avons aussi conçu des fiches d'enquête pour animer des focus group. Et nous avons animé au total une quinzaine de focus group dans la ville. Et à partir de là, les données qui ont été collectées ont été arrangées à travers le fichier, comment on appelle, à travers le tableau Excel. Et lorsque nous les avons arrangés, nous avons utilisé le logiciel R, que vous connaissez tous, qui est très performant en matière de traitement de données scientifiques. Et l'analyse que nous avons menée, nous avons essayé de faire par le biais de ce logiciel, nous a permis d'abord de faire sortir le profil socio-démographique de la ville. Et parlant bien sûr des résultats, nous sommes déjà au niveau des résultats. Ce profil socio-démographique expose que nous avons au-delà de 7 ethnies de la ville, au niveau de la ville. Et au sein de cette ethnie, l'ethnie Fon est l'ethnie la plus dominante de toute la ville, ce qui est évident. Et nous avons essayé de faire sortir le niveau intellectuel qui est reparti en 4. C'est-à-dire il y a des citadins qui n'ont aucun niveau, il y en a qui ont atteint le niveau primaire, il y en a qui ont atteint le niveau secondaire, il y en a qui ont atteint le niveau supérieur. Le niveau supérieur est parti du niveau de bac. Et lorsque nous essayons de voir un peu la statistique, nous constatons que les citadins qui ont été interviewés ont atteint majoritairement le niveau secondaire, avec 34% de l'échantillonnage. Parlant de l'âge, l'âge a été subdivisé à trois niveaux. Il y a les jeunes, les vieux, et puis les adultes. Les adultes sont au milieu, les vieux, les jeunes sont les deux extrêmes. Et lorsque nous essayons de voir un peu la statistique, on constate que les adultes sont pratiquement les plus dominants. La tranche d'âge adulte est la plus dominante de tout l'échantillon que nous avons eu. Et l'aspect genre a été aussi un caractère très, très prépondérant de notre étude. Et nous avons constaté que les hommes sont largement au-delà des femmes que nous avons interviewées. Par rapport à la perception locale sur ce que c'est que les services écosystémiques, parce que nous avons évalué cela, parce que la notion de service écosystémique, bien qu'elle date de longtemps, le constat dans la littérature, c'est que les gens ne se sont pas encore véritablement appropriés de la logique pour pouvoir en bénéficier en milieu urbain et surtout entretenir les espèces végétales qui peuvent offrir ces services écosystémiques. Donc, à ce niveau, nous avons essayé de voir le niveau de compréhension des citadins par rapport à la logique des services écosystémiques, des citadins de la ville de Cotonou, bien sûr. Et nous sommes rendus à l'évidence que au-delà de 73% des répondants ont affirmé qu'avec un certain seuil de significativité, ont affirmé qu'ils ont connaissance des services écosystémiques. Bien sûr, pour arriver à ce seuil ou à ce niveau de chiffres, il faudrait notifier que la logique de service écosystémique a été d'abord traduite dans un langage vernaculaire au niveau local. Et pour la plupart, lorsqu'on leur explique, ils savent véritablement ce que c'est que les services écosystémiques. Maintenant, au niveau de la gestion et au niveau de l'élite qui gère la ville, en matière de gestion urbaine, lorsque vous n'expliquez pas véritablement ce que c'est qu'un service écosystémique, eux-mêmes, pour la plupart, ne savent pas véritablement. Donc, il faut approfondir les échanges, leur montrer des exemples pour qu'ils puissent se rendre à l'évidence qu'effectivement, le végétal en milieu urbain offre beaucoup d'atouts et ce n'est qu'à partir de là que ce niveau-là a été atteint. Alors, parmi les 73%,
73,23% de répondants qui ont connaissance des services écosystémiques. Nous avons 79% de ceux-là qui ont un niveau d'éducation supérieure et 26% de ceux-là qui ont un niveau d'éducation secondaire qui ont déclaré avec un seuil de significativité qu'ils ont véritablement connaissance des services écosystémiques, mais qui sont offerts de façon spécifique dans la ville et qui ont donné quelques exemples. Alors, lorsque nous évoluons, nous avons essayé de... Pourquoi nous avons orienté l'étude sous cet angle? C'est pour véritablement sortir l'aspect déterminant. Qu'est-ce qui explique véritablement cette perception des services écosystémiques? C'est-à-dire, lorsque nous allons arriver à faire ressortir la variable ou les variables qui sont impliquées dans la connaissance de ces services écosystémiques, cela pourrait permettre véritablement d'orienter cela dans les planifications urbaines, écologiques, urbaines, pour que les gens puissent véritablement entreprendre. Parce que l'expérience de la littérature a montré que plus les gens ont connaissance de ce que le végétal offre, davantage ils ont envie d'entretenir les arbres. Voilà. Donc, nous avons essayé de faire une analyse statistique qui a débouché sur 2 groupes homogènes. Et ces 2 groupes homogènes, lorsque nous regardons ces 2 groupes homogènes, le premier groupe, ce tableau-là est un peu long, le premier groupe est constitué des gens de niveau supérieur, un peu âgés, de l'ethnie Fon, et le second groupe est constitué des gens dominés par l'ethnie Yoruba, les gens d'âge moyen, les gens qui n'ont pratiquement pas aucun niveau, ou au niveau primaire ou secondaire, et plus les jeunes. Mais lorsque nous essayons de voir les services écosystémiques qui ont été véritablement reconnus par chaque groupe de façon homogène, on a constaté qu'au niveau des services d'approvisionnement, parce que ce que j'allais dire, les services écosystémiques sont depuis l'origine classés en 4 catégories. Il y a les services d'approvisionnement, les services de régulation, les services culturels et les services de soutien. Et au sein de chaque catégorie de services, il y a des sous-catégories qui sont offertes. Donc, au niveau des services d'approvisionnement, le premier groupe homogène a perçu avec un seuil de significativité assez élevé. Et puis, le V-test ici signifie lorsque la valeur absolue du chiffre est supérieure à 3, ça voudra dire que le seuil de la déclaration à ce niveau-là est très significative. Et ça donne un sens à ce que le répondant est en train de dire. Donc, à partir de là, le premier groupe homogène, par rapport aux différents services écosystémiques, on constate que dans la première catégorie, qui est l'offre, qui est le service, qui est constitué des services d'approvisionnement, c'est-à-dire l'offre de nourriture, par exemple des fruits en milieu urbain, par un arbre en milieu urbain qui offre des fruits, par exemple l'utilisation du bois pour la bioénergie dans les zones périphériques, l'utilisation d'un organe de la plante, peut-être les feuilles ou l'écorce ou les racines pour pouvoir se soigner des maladies, c'est-à-dire la médecine traditionnelle, l'utilisation des fibres, tout ça. Et lorsque nous regardons dans la première catégorie, par rapport au premier groupe homogène, sur les 6 services d'approvisionnement prélistés, il n'y a que 4, il n'y a que 3 de moins qui sont significativement perçus par ce groupe homogène. Et sur les 3 qui sont significativement perçus, yeah? Sorry, Dr. Joe dropped for a minute. Yeah. But I can see he's already back. So you will take us at least to your last 4 sentences or so. But let me just confirm with him. Yes? I'm saying you'll just kindly repeat what you were saying. We lost Dr. Joe, but he's now back kindly. Okay. Donc, you want me to get back or to continue? Since the interpreter dropped, now we had a hitch as you were speaking, but we could not get the interpretation from our side, the translation.
So kindly repeat what you said earlier. I'm not sure at what point you stopped because I couldn't hear French, but you could take us probably a paragraph behind or so. Okay. I am now on the results of the research. I can get back from here. All right. Donc, j'étais en train de dire, ça peut aller, hein? Nous souhaitons la bienvenue au docteur Atela, d'abord avant de continuer. Un grand mentor qui a contribué beaucoup à ce travail. Merci. Donc, par rapport aux résultats, on était en train de dire que les toutes premières sorties se sont focalisées sur le profil socio-démographique de la ville. Et ça c'est réparti en 3 différentes variables, c'est-à-dire 4 différentes variables, c'est-à-dire les groupes ethniques, le niveau de l'éducation, l'âge et le genre, c'est-à-dire le sexe. Et au niveau du groupe, au niveau de la variable relative au groupe ethnique, nous avons jusqu'à au-delà de 7 groupes ethniques, c'est-à-dire 8 environ. Et les fonds, au niveau de ce groupe-là, l'ethnie fond a dominé pratiquement dans ce groupe-là, c'est-à-dire dans la ville de Cotonou, en se basant sur l'échantillonnage fait et les populations urbaines enquêtées. L'ethnie fond a une forte représentativité avec 32,63%. Par rapport à la variable niveau d'éducation, cette variable-là s'articule autour de 4 sous-variables, c'est-à-dire aucun niveau, niveau primaire, niveau secondaire, niveau supérieur. Et on a constaté que les citadins qui font partie de cet échantillon sont fortement dominés par les gens qui ont le niveau secondaire avec 34,21%. Par rapport à la variable âge qui s'articule autour de 3 différentes sous-variables, nous avons constaté que les adultes dominent pratiquement le lot, c'est-à-dire ils tournent autour de 75%. Et par rapport à la variable sexe, c'est-à-dire le genre, les hommes ont plus dominé dans ce lot. Voilà, donc le profil socio-démographique de la ville, c'est-à-dire quand on fait l'échantillonnage à travers l'étude que nous faisons, l'échantillonnage permet de répartir ou d'inférer ce que nous obtenons comme information sur toute la population. Donc, nous pouvons dire que dans la ville de Cotonou, les individus que nous avons interviewés, les hommes dominant les femmes. Voilà. Maintenant, par rapport à la perception locale des services écosystémiques, nous avons aussi soulevé le fait que, pour la plupart, lorsqu'on n'explique pas ce que c'est que service écosystémique, les gens n'ont pas véritablement connaissance. Mais lorsque, dans le langage local, c'est-à-dire vernaculaire, on essaie de creuser leur compréhension sur cette logique de service écosystémique, c'est-à-dire les biens et services que le végétal, c'est-à-dire les arbres, que ce soit selon la définition de la FAO, les infrastructures écologiques concernent des arbres du niveau individuel jusqu'aux espaces verts de la ville. Quels sont ces services que ces espèces végétales offrent à la population environnante? Les arbres individuels qui sont plantés même au sein d'une cour, au sein d'une concession, offrent des services que la plupart ignorent, mais véritablement la science reconnaît. C'est là la logique du service écosystémique a pris corps, en fait. Donc, on a constaté que 73%, en présent, 73%, près de 73% des répondants ont connaissance de ces services écosystémiques offerts par la végétation urbaine. Et dans ce lot de 73%, nous avons les individus de niveau supérieur ont plus dominé ce lot avec 79% par rapport à cette variable. Et les individus de niveau secondaire sont arrivés en deuxième position avec 26%. Et partant de cette logique, puisque le titre de notre travail était de déterminer,
de faire sortir les facteurs qui déterminent la perception de ces services écosystémiques au niveau de ces citadins pour pouvoir permettre aux décideurs politiques de tenir compte de ces facteurs-là pour planifier les arbres. Par exemple, les arbres d'alignement, lorsqu'on plante dans une ville donnée, lorsqu'on plante les arbres d'alignement, par exemple, au niveau d'un voirie, si on ne tient pas compte d'un certain nombre de facteurs sociaux, démographiques de la population, vous pouvez planter des arbres, mais les gens ne vont pas, peut-être ils vont massacrer s'ils ne connaissent pas l'importance de ce que c'est que véritablement, ou bien ce que ces espèces-là vont offrir à la population urbaine. Ils peuvent décider de ne pas entretenir ou de massacrer ou d'en faire de mauvais usages. Donc, lorsqu'on connaît les facteurs qui déterminent véritablement comment les gens perçoivent en milieu urbain l'offre, les biens et les bénéfices que les espèces végétales offrent en milieu urbain, cela pourra véritablement aider dans les prises de décision pour pouvoir rendre les villes plus vertes, pouvoir verdir les villes en Afrique. C'est la logique qui était derrière ce travail. Donc, lorsque on a procédé aux analyses statistiques, on a l'analyse socio-écologique de la perception a permis d'avoir deux groupes homogènes. Le premier groupe est constitué des citadins qui ont un niveau d'éducation supérieur, qui sont un peu âgés. Les citadins ce groupe-là est dominé par les citadins de l'ethnie Fon. Et lorsque nous prenons ce groupe, on constate que sur les 7 services écosystémiques, c'est-à-dire de catégorie services d'approvisionnement, tels que l'offre des aliments. Quand on dit aliments, ça peut être un fruit, tout ça là, tout ce qui est offre pour la consommation humaine, l'offre d'aliments, la bioénergie, c'est-à-dire l'utilisation des bois, par exemple, dans les zones périphériques pour pouvoir faire cuire les aliments ou faire le feu. L'usage médicinal, c'est-à-dire l'utilisation d'un organe de la plante, ça peut être ses feuilles ou bien ses racines ou bien son écorce pour pouvoir se soigner d'une maladie. Ça, c'est encore d'actualité dans les villes africaines. L'utilisation des fibres, l'art matériel et les services offerts par des ressources non végétales, c'est-à-dire lorsqu'un végétal est là, un oiseau peut venir se poser sur le végétal et cet oiseau-là, dans des contextes donnés, dans des milieux donnés, par exemple la chauve-souris est un animal, est un oiseau qui est consommé par presque la plupart des gens dans des milieux donnés. Et lorsqu'un arbre est quelque part et qu'il y a un oiseau qui vient se poser là-dessus et que les individus, les populations se servent de ces êtres animaux-là pour pouvoir se nourrir, par exemple, ça, c'est une offre de services non végétal que la plante offre, par exemple. Donc, lorsque nous prenons dans la catégorie de services d'approvisionnement, sur les sous-catégories, il n'y a que 3 services qui sont significativement offerts selon ce groupe-là dans la ville de Cotonou. Et nous avons l'offre des aliments, et c'est normal parce que dans la ville de Cotonou, il y a la plantation de Cocos nucifera, c'est-à-dire, comment je vais appeler ça? Cocos nucifera, c'est une espèce d'arbre qui offre des fruits, le cocotier, voilà, qui offre des fruits. Il y a aussi la plantation de palmiers dans des maisons, dans des zones périphériques, qui produisent aussi des fruits pour la consommation alimentaire. Donc, on a constaté que dans cette catégorie de l'offre, cette catégorie de services d'approvisionnement, il y a les aliments, l'offre de bois, c'est-à-dire pour la bioénergie, et l'usage des organes de plantes pour pouvoir se soigner. Ces 3 sous-catégories sont les services dans ce lot-là qui sont les plus véritablement reconnus et qui sont offerts par les espèces végétales dans la ville de Cotonou, dans ce groupe, selon ce groupe homogène. Voilà. Donc, ce groupe qui est constitué des gens qui ont un niveau d'éducation supérieure, des personnes un peu âgées et de l'ethnie Fon, reconnaît que dans la ville de Cotonou, les arbres offrent des aliments, offrent du bois et pour l'énergie, offrent des services de médecine, c'est-à-dire les feuilles, l'écorce, la racine pour pouvoir se soigner. Et ce groupe également, lorsque nous évoluons au niveau des services de régulation, dans le lot de services de régulation, il y a
5 services qui sont véritablement cités, dit d'être reconnus pour pouvoir être offerts dans la ville de Cotonou selon ce groupe homogène. C'est-à-dire la capacité des arbres à purifier l'air, à réduire les extrêmes climatiques, par exemple, la capacité des arbres à briser le vent, à se protéger contre les extrêmes, c'est-à-dire les rayons ardents du soleil. Pendant qu'il fait chaud, les arbres offrent de l'ombre pour pouvoir permettre aux citadins de soupirer un peu. Donc, au niveau de ce lot de services de régulation, il y a véritablement 5 services qui ont été significativement reconnus par ce groupe d'individus de façon homogène. Et au niveau des services culturels, il y a également presque tous les services culturels qui ont été reconnus, c'est-à-dire les espaces verts, l'offre des espaces verts par rapport à l'inspiration, à la beauté de la ville, par rapport au divertissement. Et lorsque nous venons au niveau des services support, c'est-à-dire les services de soutien, les 2 services qui sont véritablement reconnus et de façon significative sont ces services-là qui sont relatifs au refuge pour les espèces animales, tel que j'étais en train de dire. Les arbres servent de refuge pour les espèces animales pour enrichir la biodiversité en milieu urbain. Il y a également le maintien et de l'évolution des espèces. C'est-à-dire, ça, c'est lié, par exemple, au matériel génétique de ces espèces-là dans la ville. Et lorsque on part de cette logique-là, de ces services de soutien, ça voudra dire que la biodiversité est partie, si l'offre de ces services-là est véritablement élevée, la biodiversité est partie pour être pérennisée en milieu urbain. Parce qu'aujourd'hui, à travers les dispositions que la FAO a prises depuis des années, il faut véritablement, c'est-à-dire opter pour, les politiques aujourd'hui doivent opter pour la pérennisation, la restauration de la biodiversité en milieu urbain à cause des services que cette biodiversité offre. Et le deuxième groupe, qui est constitué, homogène bien sûr, qui est constitué de la plupart des gens de l'ethnie Yoruba, des gens adultes, un peu âgés, pas plus âgés, adultes et très jeunes, des gens qui n'ont pas pratiquement de niveau d'éducation, qui ont le niveau d'éducation primaire et secondaire, c'est-à-dire les gens qui ont un niveau d'éducation plus bas. Et ces gens-là, lorsque nous regardons dans le groupe de services d'approvisionnement, ne reconnaissent que 2 services d'approvisionnement. Les aliments et l'usage médicinal. Lorsque nous venons au niveau des services de régulation, ces gens ne reconnaissent que 3 services de régulation, c'est-à-dire l'offre de l'ombre pour en période chaude, la purification de l'air et la réduction des extrêmes climatiques. Et lorsque nous venons au niveau du service culturel, ces gens-là ne reconnaissent que 2 services culturels. Et lorsque nous venons au niveau des services de support, ces gens ne reconnaissent que l'offre relative au refuge, à ce que les arbres offrent en matière de refuge pour les espèces animales. Alors, donc, quand nous avons procédé ainsi, on est parti de ces 2 groupes-là, des réponses de ces 2 groupes-là pour pouvoir faire une analyse statistique, pour pouvoir faire ressortir dans la ville de Cotonou les services qui sont les plus offerts selon les populations, les citadins dans la ville. Et partant de cette logique-là, en tenant compte des 2 groupes, le premier groupe homogène et le second groupe, on a calculé les moyennes et les coefficients de variation. Et la moyenne nous montre que le premier groupe homogène a fait ressortir en moyenne 2 services de support, 5 services culturels, 6 services de régulation et 3 services d'approvisionnement. Et ce qui est aussi normal. Au niveau du groupe 2, on a constaté que ce groupe a reconnu en moyenne un seul service de support, 3 services culturels, 3 services de régulation et 2 services d'approvisionnement. Et ceci de façon significative. Ça voudra dire que de façon homogène, dans les individus du premier groupe, on fait ressortir 2 services de la catégorie des services de support, 5 services de la catégorie des services culturels, 6 services de la catégorie des services de régulation et 3 services de la catégorie des services d'approvisionnement. Et ceci, par exemple, pour déjà introduire la discussion, ceci se révèle un peu comme une logique qui suit le raisonnement de la littérature, parce que dans la littérature, tel que je l'avais dit au début,
les services écosystémiques qui sont offerts dans les villes sont différents de ceux qui sont offerts dans les milieux ruraux. Et la littérature aussi a montré que dans les milieux urbains, les individus se préoccupent, les citadins se préoccupent plus de l'offre de services de régulation et de services culturels que les deux autres services. Les services d'approvisionnement et les services de support sont les plus offerts dans les milieux ruraux où la végétation est encore presque à l'état naturel, même si ça a évolué en matière de dégradation. Donc, les forêts en milieu naturel, c'est-à-dire dans les zones rurales, offrent plus de services d'approvisionnement de façon tangible, des services qui sont tangibles, les services de support, que les services de régulation et culturelle. Et nous devons constater dans les villes, un peu partout sur la planète, les services de régulation et les services culturels sont les services les plus offerts en milieu urbain parce que, par exemple, les services de régulation permettent de s'adapter aux aléas climatiques. Et c'est pour ça aujourd'hui, il est souvent recommandé de verdir les villes pour pouvoir permettre à ces villes-là, pour pouvoir les permettre d'être résilientes face aux aléas et aux effets néfastes des changements climatiques. Alors, l'étude a aussi s'est orientée vers l'offre de ces services en milieu urbain-là par unité d'occupation du sol. Lorsque nous étions en train de faire le travail préalable avec l'élite dans la méthodologie qu'on avait décrite, un aspect qui n'avait pas été souligné, mais qui a été réalisé, c'était la définition des unités d'occupation de la ville de Cotonou avec, c'est-à-dire de concert avec une approche participative avec les parties prenantes. Et ceci en s'inspirant bien sûr des travaux scientifiques que la littérature les résultats des travaux scientifiques que la littérature nous avait offerts et aussi du guide de la FAO qui date de 2016, qui soulève que les unités d'occupation du sol varient selon les villes et en fonction de la priorité de la gestion de l'élite urbaine, de l'élite municipale, en fait. Donc, le travail préalable nous avait permis de définir 6 unités d'occupation et ces 6 unités d'occupation qui sont définies concernent plus la voirie, c'est-à-dire les routes, et ça concerne les ruelles, et ça concerne aussi les zones administratives, ça concerne les concessions, ça concerne les espaces verts qui sont entretenus où les arbres offrent plus de services de régulation. Et à partir de là, 6 unités d'occupation. Maintenant, le travail a permis de faire ressortir par unité d'occupation les services les plus dominants dans chaque unité d'occupation, les services écosystémiques qui sont les plus dominants. Et partant de là, on a constaté que, d'une part, bien sûr, les services de régulation des températures, de purification de l'air, de l'offre d'ombrage en période chaude, de la modération des extrêmes climatiques, les services pour l'inspiration, les services de récréation et les services sociaux qui sont orientés vers la cohésion sociale sont corrélés avec un certain nombre d'unités d'occupation du sol. Et au nombre de ces unités d'occupation du sol, on peut déjà citer les zones administratives, les zones, les espaces verts qui sont bien entretenus, où les espèces végétales sont plus présentes. Il y a aussi les zones commerciales. Il y a, voilà, ces 3 unités d'occupation, on a constaté que l'analyse en composante principale a permis de voir la corrélation qui existe entre les services qui sont cités et les différentes unités d'occupation du sol qui sont citées et qui ont été citées tout à l'heure. Sorry, I think we lost Jonas, and as he tries to connect back, I would like to welcome any questions. And
I will also allow and I will also welcome Dr. Johannes to also to contribute also as this he contributed to this work as well. All right, so I'll keep an eye in the chat. And I already see a question, and the question is in your research. Juliet, Yes. I'm so sorry. I Oh, have all right. an issue Welcome. related to connection, but I think it's good now. So we can continue. Je suis presque à la fin, en fait. Ça peut aller? Thank you. Thank you. Mhm. Can I continue? Please, Yes, Jonas, please wind up in the next 5 minutes so that we can have a Okay. Q&A session, and then we can Okay. also have Dr. Okay. Akela. Okay, right. All right. Donc, j'étais en train de dire que de l'autre côté, les services comme les services de l'offre relative du moins aux aliments en milieu urbain sont offerts, les services de spiritualité, les services de maintien de la biodiversité sont offerts dans les autres unités d'occupation du sol. C'est ce que l'ACP est en train de nous montrer ici. L'ACP montre les services qui sont plus offerts de façon spécifique dans certaines unités d'occupation du sol. Et voilà, donc, parlant de la présentation des résultats, c'est à cette étape-là que nous atterrissons et tout ce qui suit, c'est la discussion qui a fait ressortir des travaux scientifiques assez pertinents qui ont trait avec tout ce que nous avons fait et ces travaux, les résultats qui ont confirmé ou qui se sont démarqués de ce que nous avons obtenu et comment c'est justifié. Et voilà, donc, pour finir très rapidement, l'étude a permis de faire sortir, puisque les deux groupes homogènes que nous avons eus, c'est lié par rapport, premièrement, au profil socio-démographique. On a compris que l'âge, le sexe, on a compris ici que le niveau d'éducation, voilà, la variable liée au groupe ethnique, et puis aussi la variable qui est associée aussi à l'âge sont les trois variables socio-démographiques qui expliquent, qui nous ont permis de départager les deux groupes et qui expliquent véritablement le point de vue des citadins par rapport aux services écosystémiques. Et l'étude a aussi permis de faire sortir par unité d'occupation du sol les différents services qui sont offerts dans la ville de Cotonou. Et donc, pour atterrir, nous avons recommandé que les résultats qui sont issus de ce travail puissent servir en réalité de données pour pouvoir intégrer les services écosystémiques, leur offre et l'amélioration de la biodiversité, la promotion de la biodiversité pour verdir la ville en Afrique, c'est-à-dire au Bénin, les villes au Bénin, en Afrique de l'Ouest et de façon générale en Afrique. Un peu comme tout ce qui est tendance de recherche scientifique est en train de recommander aujourd'hui. Donc, j'essaie d'atterrir là et que si réellement il y a des questions, on est là pour apporter des points d'éclaircissement. Merci beaucoup, Juliette, et je suis à votre disposition. Merci. Juliette? All right. Thank you so much, Jonas. That was super elaborate, and we appreciate the presentation. So I think what is really coming out
from your presentation is that the assessment of these socio-ecological factors that sort of determine the perception of the different areas are very key when we want to allow urban adaptation to climate change, but also just on the proper planning and proper urban design of different ecological policies in the urban setup. And this is a guarantee to, to sort of achieve sustainable urban development in Africa. And I also picked on the need for future research to really go beyond adaptation and the mitigation potentials of climate change through green infrastructure in African cities. So thank you so much. And in the comment, which are very, and would like to get your clarification on that. And we also will. So the reaction is from Dr. Volenzo Tom, and he says that the presenter is using procurement services and not provisioning services. So I'd welcome you to clarify that aspect of your research. And we also had a question as to whether your research identified any specific ecosystem services which were undervalued or overlooked by the stakeholders in the city. I'm not sure if I know how to pronounce this, but in Cotonou, Benin. Cotonou, yeah. And if so, how might addressing this oversight benefit sustainable city planning? So if you could react to that in 2 minutes, and then we'll pick the next round of questions before we welcome Dr. Taylor. OK, thank you. Dans la ville de Cotonou, il y a une étude préalable qui avait montré que les espèces végétales qui sont plantées au bord des voies meurent très jeunes, c'est-à-dire déjà aussitôt installées, à un moment donné, il n'y a pas d'entretien, il n'y a pas de truc là, et puis rapidement, ces espèces-là, pour la plupart, disparaissent. Voilà, donc ça voudra dire quoi? Ça voudra dire que la logique qui intègre la compréhension de l'offre des services écosystémiques n'était pas véritablement pas encore au rendez-vous. Il faut conduire maintenant des travaux pour montrer que le végétal aujourd'hui, avec les aléas climatiques, le végétal peut offrir des opportunités de résilience dans les villes. C'est pour ça, partout aujourd'hui, on parle de practices related to nature-based solutions, les solutions basées sur la nature, ecosystem adaptation based on ecosystem services, adaptation basée sur les écosystèmes, c'est-à-dire les écosystèmes offrent les services écosystèmes. Donc, il faut conduire des études pour montrer la pertinence de l'offre, de ce que le végétal apporte dans une ville pour pouvoir maintenant permettre aux décideurs et aux citadins de prendre soin de ces espèces végétales-là et pour bénéficier de leur offre. Donc, l'étude s'oriente dans ce sens. Mais quels sont les facteurs socio-démographiques qu'il faut tenir pour pouvoir véritablement permettre la restauration des écosystèmes urbains? C'est ça qui est véritablement la plus-value de cette étude. Donc, le bien fondé de l'approche socio-écologique dans la ville de Cotonou, c'est que on tient compte de certaines variables sociologiques pour pouvoir orienter les politiques de promotion, les politiques de développement écologique de la ville. Donc, si je peux un peu répondre à ta question, Juliette, c'est un peu ça. Thank you, Jonas. So, did you also address whether you used procurement services as opposed to provisioning services? I think so. There's a comment that. Sorry, are you able to hear me now? Yeah. All right. So there's a comment that your study tends to use
procurement services, and is it not supposed to be provisioning services? So would you like Juliet, to I clarify that? have some difficulties to hear you. I'm not All right. hearing you. Let me just type it on the chat. Okay. Let me type it on the chat. All right, so I just typed that. You could have a look. In the meantime, I'll also read another question on what are some of the potential challenges and barriers that urban planners and policymakers may make when attempting to integrate ecosystem services into city planning. That's quite a long one, so I will also just transfer it from my direct message to the chat so that everyone can see. OK. Pour répondre à la première question, à cette question-là, ce que nous disons par service d'approvisionnement, c'est la même chose en réalité. Procurement services and providing services, c'est la même chose. Nous sommes en train de parler de la même chose en fait. Puisqu'il y a 4 catégories de services écosystémiques. Les services d'approvisionnement. En français, c'est encore plus compréhensible par rapport à nous, notre niveau. Donc, au niveau de la langue anglophone, certainement que c'est provisioning services. C'est le même contexte, en fait. C'est la même signification que nous sommes en train de faire ressortir par rapport à procurement services. Donc, c'est ce que je peux dire par rapport à cette question. OK. La deuxième question qui concerne quels sont les challenges et les barrières potentielles que les planificateurs urbains font face lorsqu'ils essaient d'intégrer les services écosystémiques dans la planification urbaine. C'est d'abord ça répond un peu, les résultats de cette étude répond un peu à cette question-là, parce que lorsque on lance un processus de planification urbaine, surtout qui intègre le volet écologique, il faut tenir compte véritablement des variables socio-démographiques de la ville, des citadins de la ville, pour pouvoir véritablement être convaincu que cette planification-là sera effective et efficace et que la mise en œuvre aussi serait véritablement quelque chose qu'on attend. Donc, les challenges concernent en priorité la non-compréhension ou l'incompréhension, bien sûr, d'un certain nombre de réalités socio-démographiques de la ville. Il faut partir de là. C'est pour ça que l'approche socio-écologique est d'actualité aujourd'hui. Parce que l'approche socio-écologique intègre la relation entre la nature et la ville. C'est-à-dire, la nature offre des services à la ville et la ville, en retour, doit offrir des services à la nature, en ce sens qu'il faut entretenir la nature. Et donc, il y a cette corrélation et cette relation interdépendance entre les deux entités, la ville et la nature. Et c'est ça que l'approche socio-écologique que nous avons intégrée ici adopte et promet en fait. Donc, le vrai challenge concerne la prise en compte de la perception à travers certaines variables des citadins de ce que c'est que les services écosystémiques et comment ces citadins-là arrivent véritablement à reconnaître la valeur de la nature, la valeur du végétal dans la vie. C'est ça, tout part de là. Tout part de là. Il faut intégrer, et aussi il faut intégrer toutes les couches lorsqu'il s'agit véritablement d'une planification participative. Merci beaucoup. Juliette, tu es là?
Thank you, Jonas, for that. So at this point, I want to welcome Dr. Johannes for his comments and also for him to pick on the last question, even as we draw towards the end of this. And then maybe before I welcome him, Jonas, do you have any final submissions or interventions as we prepare to welcome Dr. Taylor? I want to thank you, Juliet, for the great job you are doing, and also all our teams for this great opportunity that you offer me to share the contents of my paper, of our paper with the scientific community. I also especially thank Dr. Atela for his availability and his contribution. Thank you. Thank you so much, Jonas. And from our side, we also thank you for working with us in the fellowship and also for the agreeing to share your paper with the brilliant researchers present here in the call today. So at this point, allow me to welcome Dr. Taylor. And Dr. Taylor, there's also another question that was asked by one of our participants on how we envision the incorporation of local communities, perspectives, and traditional ecological knowledge into sustainable city planning in Cotonou. So, Dr. Johannes, you're welcome. Thank you, Juliet. I think Jonas would have been best suited to answer the last question. But sorry, it's a bit chilly in Nairobi. Yeah, but first, a big thank you, and especially to Jonas for the presentation, for taking time to share your work and thoughts in this paper that we worked on together. Number two is just to highlight that some of the insights that the paper brings on board are critical things, are critical points, are critical considerations, not now, not just for now, but into the future, because we are actually thinking about or looking at the tomorrow's communities. If we are talking about their perception, about what is in that perception, of course, not just today, but also tomorrow, so that we can usher in the sustainability angle or the sustainability thoughts in our urban planning. And of course, because we know Africa continues to expand in terms of its urban space, and that urban centers are continuously becoming a source of many livelihood services and of course economic survival for many groups of people, either directly or indirectly. Directly in the sense that urban centers are markets for produce from rural and peri-urban areas, and as they continue to expand, they continue to provide expanded markets for these commodities that do not only contribute to the economic well-being of families and households in communities, but also contributes to national GDP. We all know that there is wide implications of climate change, and urban centers are also increasingly becoming sources of resilience for many communities. And this happens in many ways. We have rural-urban migration. A lot of young people come into urban centers where they can access resources, they can access jobs, they can access innovations, they can access opportunities. And when they get these opportunities, they are able to fend for themselves, but also they're able to indirectly support resilience of people back at home. How our African culture is organized.
by sending some remittances, home. So our urban systems are very fundamental to our economic prosperity and development trajectory. So it is important that evidence continue to usher in new innovations and thoughts on how we can make these systems more sustainable, more inclusive, more safe, actually for not just us, but for our children and children's children. So this is why this paper is important, because it begins to unpack what do people think, what do communities and local residents, think about the future of, or the settings or the planning processes of the urban system. And this is not just in Cotonou, in Benin. It is something across Africa. We've done this in Nairobi through our Tomorrow Cities work, where we've tried to understand what are the visions of communities living in informal settlements. And they're very interesting, visions that have emerged in this. So what we continue to see is a situation whereby the voices of these communities, continue to be very fundamental, not just because we want to profile them, because it's a narrative that, we need to involve communities, but because there are a lot of innovations that are emerging from these voices. And there is a lot of hope, that basically these voices represent, in the sense that they do not just help to profile what we need to know about these urban settings, but also they help to make even our urban planning processes, our urban planning policies, our urban planning programs to be much more innovative and much more functional, much more inclusive, and much more sort of viable in the context. So we are seeing a change whereby urban planning processes is not, or are not just left to the purview of the urban planners and the policymakers. So when we also ask questions around, urban planners and creating these power relations around urban planners who basically are the ones expected to know how to plan the urban system, I think communities are becoming better urban planners. They're really becoming excellent in terms of ideas that make urban system work. Their information, their knowledge is actually very very instrumental, very informative, in terms of making an urban planning process work out. So the urban planners, their role mainly is to come in and sort of try to make sense of this kind of information. So mine is just to say that as we continue to really pursue these agendas around cities, the sustainability, and of course in line with Sustainable Development Goals, we should continue really to, to profile the voices of the vulnerable, the voices of these communities. We should really be very intentional in any research that we do, that we are able really to think about what these communities are going through, what they want to see, and what contributions they can make in that particular process. And in thinking through that, we don't just think through that because we want to do the research, but because also we want to see how do we create connections between these community perspectives with the broader policy opportunities, with the broader investment opportunities. And this is, a fundamental part of the work that Darine and our partners, we are passionate about. The complexities that have over time made a number of well-intended interventions, including multilateral environmental agreements, disaster risk management agreements, and Sendai framework. Some of the complexities at the context that have made this intervention not to work properly. It is time to begin, unpacking them much more clearly. And I want to say that this is not a very easy thing, because when you come to the community level, there's a lot of things happening. There's a lot of complexity. There's a lot of interest. At the community level is where you find one resource serving almost all SDGs. I mean, one space, green space in an urban setting is fundamentally used for many other things.
One forest, even in a rural setting, you find that it's the source of energy, is the source of livelihood, is the source of medicine and all that. So that touches on health. Is the source of resources for education, touches on another SDG. Is the source of many other things. So you realize that at that community level, things are very complex. And this is the complexity that I think as early career researchers, we need to begin engaging with. The time for, kind of a narrow focused approach to research is becoming, is getting over. We are moving into a phase whereby I think that for us to progress Africa, for us to see that we are making progress, not only on Africa's knowledge systems, but also on Africa's knowledge leadership, is for us to begin unpacking these complexities, confronting them, showing how they are manifesting and impeding intervention. And I want to say this kind of research is exactly beginning to do that. We have a number of other initiatives from the ARIN network that are actually going this direction. We are soon launching another project called the locally led adaptation metrics project, which is going to be building adaptation metrics from the ground, going to work with communities, local farmers to understand what exactly do they want to see when it comes to adaptation and resilience. And if we are talking about measurement and reporting on adaptation, are we measuring or reporting for the sake of supporting or enhancing the resilience of local communities, or are we measuring or reporting for the sake of the donors? Whose accountability are we looking at? And these are questions which are very fundamental as we move forward to try and strengthen our communities to be really great change makers in this process. So we are going to do this project in Benin as well, and we are going to do it in Kenya, and we continue to create these opportunities to provide comparisons and provide a space that we can really have our countries and our systems learn from each other. And I want to say again that from the ARIN network, this is what we are passionate about. We are passionate about doing something tangible, best practices from really a very innovative context, and creating that learning space that we can put it out there, that we can organize ourselves as a continent and be able to present a really consolidated front with regards to some of these issues affecting us. And there are many more initiatives coming in. We continue to support our fellows like Jonas, providing or lobbying or sort of mobilizing some small grants that can help us to continue dig deep into some of these issues. And a number of such opportunities are coming up through the ARIN network. And we hope that moving forward, we are going to build a really huge community of early career researchers who are thought leaders, intellectually driven and passionate individual, and most importantly, early career researchers who can really begin to practice active scholarly activism, because this is what we need in Africa to begin changing things and to begin taking the leadership. I don't know what question. I think I've answered the question, Juliet, in a way, but just to re-emphasize that ways of community voices is through co-creation going on different places. Thank you. Yeah, so sorry, I get carried away. Things may have taken quite some time. Thanks. Thank you so much, Dr. Tella. And yes, you have responded to your questions, and also thank you for raising very important issues that have risen from the paper. So at this point, I would like us to close today's session. And as usual, we will take a virtual selfie with all of you. So we kindly request that we turn on our cameras for the virtual selfie. And as we do that, I would like to express our gratitude from the ARIN network family
to all our participants who joined us today for the call. Thank you so much for taking time to be part of us. And thank you so much for the very insightful questions and comments you shared during the call. I'd like to also say thank you to Dr. Johannes and Jonas for this paper that they co-authored. Thank you, Jonas, for taking time to share it with our audience. And we'll share with you the link to access the paper shortly, but you can also find it on our Twitter handle. It's a pinned tweet currently on our page at ARIN_Africa. Also, special thanks to our interpreter, Dr. Joseph Joe, for making this possible today for the Anglophones who are following the conversation in English. So thank you so much for taking time to do the interpretation. And to everyone who has made this a success, the ARIN family says asante sana. So at this point, I see our cameras are on, but I would like to give 3 more seconds to see who is turning on their cameras. Good to see Dr. Nadine Usimesa after a very long time. Our media team will be taking the virtual selfie led by our research associate, Washington. And so at the count of 3, I will call us to smile so we can get ready for that. I think that's a good number. So I will lead the count, and 1, 2, 3. All right, we'll keep smiling until Washington gives us a thumbs up reaction to show us that he is good. So kindly don't get tired. All right. Thank you so much, Washington. Thank you. And thank you so much to See you. all of you for taking time to be Bye. welcome. Thank you. And we wish you a wonderful weekend. Bye, everyone. Bye, Dr. Bolenzo Tom. Kindly allow us to end the meeting from our side as we jump into another meeting. Thank you and have a nice weekend.